The year is 1988. I just bought King's Quest 4 to play on my PC. In 10 years I'll be cool. Now I have Zach McCracken. I've got my hit book too. Damn, it's so low. Hey, salut les auditeurs et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Alors là, je suis chaud. Je suis vraiment heureux de faire ce dossier parce qu'on va parler d'une grande partie de mon enfance. Et qui de mieux que d'avoir deux bons amis à mes côtés, Fred et Fabien. Salut les mecs. Salut Xavier, salut Fabien, puis salut les auditeurs. Et puis ouais, on se lance dans quelque chose de nouveau. Hein Fabien? Ouais, bonjour à tous. Ouais, je suis ravi d'être là. Et puis, je vous avoue, pour être franc, je connaissais très peu Sierra. Donc pour moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le dossier. Donc j'espère que les auditeurs aimeront aussi. Et voilà les auditeurs, exactement, on va plonger dans notre nouvelle mini-série, voilà, on quitte Piranha, cette fois pour sortir carrément du magazine, du papier, pour aller dans l'écran, dans les jeux vidéo, nous voici, et on attaque Sierra. Et donc nous voici de retour les gars, ouais merci d'être avec moi hein, sur cette aventure les mecs, je suis vraiment heureux de vous avoir à mes côtés parce que Sierra comme je disais avant c'est vraiment une grande partie de mon enfance, une grande partie de mon enfance. Mon père avec son métier en fait, à la fin des années 80, son travail lui donnait un PC de travail, un PC junior à l'époque, et c'est là vraiment où j'ai découvert les jeux vidéo, à jouer tard le soir quand mon père avait fini son boulot hein, là-dessus. Et j'ai découvert vraiment le monde du jeu vidéo, mais surtout le monde des jeux Sierra, qui montrait qu'il y avait des possibilités incroyables dans ce que l'on pouvait faire, et qui étaient là jusqu'au bout, même jusqu'à il y a quelques années, où on voit toujours que ça soit un peu moins leur licence bien sûr, hein, mais on voit toujours un peu leur personnage ou leur héros réapparaître des fois de temps en temps. Alors voilà, bon, je sais que mon expérience elle est un peu plus nostalgique là-dessus, mais bon, je suis sûr que tous les deux vous avez quand même quelques expériences à partager, qu'elles soient nostalgiques ou modernes. Donc Fred, toi ton expérience avec Sierra c'est quoi? Mais surtout c'est le nom. C'est vrai que c'était un nom qui était j'ai pas envie de dire au début du jeu vidéo, mais au début du jeu PC, c'était un nom qui pesait, qu'on savait qu'il faisait des bons jeux. Moi je sais qu'il y a grâce à toi en plus je l'ai vu de visu, mais le jeu Fantasmagoria, un peu une légende. Comme quoi il a un peu cassé les codes et techniquement et narrativement et dans les thèmes abordés, donc c'était comme un Graal qu'il fallait connaître, auquel il fallait avoir joué. Et puis c'est vrai que je sais qu'ils étaient spécialistes en jeux d'aventure, et moi celui qui m'avait le plus retenu mon attention quand j'étais on va dire un adolescent plein de sève, c'était Les Urs Sweet Larry, que je me disais mais comment on fait pour jouer à ce jeu-là, mais pourquoi aucun de mes potes ne l'a, ça a l'air marrant et tout, ça a l'air cool, ce jeu-là m'intriguait, ouais. J'ai jamais joué, je sais à peu près à quoi ça ressemble. Et voilà, donc on va apprendre plein de choses. Et grâce à toi, j'ai fait un peu le truc vaudou là, à Nouvelle-Orléans, là, le Knight, le chevalier, là, je sais plus comment ça s'appelle la série. Gabriel Knight. Ouais, Gabriel Knight. Bon, je me suis rendu compte que j'étais très mauvais dans ce genre de jeu. J'avais aucune patience, mais non, mais c'est sympa. Et puis bon, depuis, voilà, on a fait quelques séances qu'on a réussi même à immortaliser, donc qu'on fait partager sur Patreon aussi. C'est ça qui est aussi nouveau comme aventure. Mais oui, mais avant d'en parler plus en détail, c'est vrai que Fabien, t'as fait le dossier, t'avais forcément une expérience aussi, toi, de Sierra. Moi, mon expérience, c'était surtout parce que moi, à la base, comme tout le monde le sait, je pense, hein, moi je suis fan des consoles Sega, donc enfin, je crois que je l'ai assez dit, hein, donc voilà. Et les jeux PC, j'ai joué très peu en fait, donc c'est quand j'ai eu Internet et un premier PC, donc et c'est vrai que le jeu Les Urs Sweet Larry m'avait intéressé, parce que je me souviens à l'époque c'était l'émission Micro Kids. Donc ça remonte à loin. Donc, et ils avaient parlé de Drague en haute mer, donc le dernier Les Urs Sweet Larry. Le 7. Voilà. Et en fait, c'est vrai que le jeu m'intéressait vraiment parce que je trouvais ça original. Et puis j'ai adoré donc la musique jazzy, le personnage, la VF qui est excellente, donc plein de jeux. Elle est super, ouais. Des jeux de mots, et puis il y avait un peu de vulgarité, je trouvais ça trop drôle. Eh les filles, vous avez jamais pensé à comment dire? Bah allez-y Larry, vous nous choquerez pas. Eh bien, avez-vous déjà pensé à faire un trio? Oh oui, on y a pensé. Pour ajouter un peu de piquant, vous voyez? Vraiment? Ouh.
Donc ça me changeait de Sonic le hérisson. Et c'est vrai, mais c'est vrai que Sierra pour moi c'était juste ça, les heures Larry. Je connaissais pas du tout, je connaissais pas. Enfin, on va en parler, mais je connaissais pas les fondateurs de l'entreprise. Ouais. Et en faisant le dossier, c'était une réelle découverte et je suis un peu déçu, c'est vrai, que de pas les avoir connus beaucoup plus tôt, parce que ça m'aurait vraiment fait plaisir de connaître d'autres les jeux qu'ils avaient fait avant les heures Larry. Ah, moi, c'était vraiment l'époque où on faisait du piratage et on avait une photocopieuse au travail le père d'un de mes amis qui avait mis une Xerox. Donc, dans les manuels, c'était les anti-piratages. Il y avait des questions spécifiques dans les jeux pour les démarrer. Et il fallait aller dans le manuel chercher la bonne réponse à chaque fois. Donc, lui, il avait copié et scanné la page. On copiait sur disquette. Je sais, c'est pas bien, mais on achetait quand même les produits. Chacun avait une version. C'est juste que pour qu'on n'ait pas tous le même jeu. Donc les gars, moi j'ai vraiment grandi avec toute leur saga des King's Quest. Mon tout premier c'était le 3. Et puis après, bon là on va en arrière, on joue aux autres. Space Quest, j'ai passé pas mal de temps, surtout pas mal de temps aussi en effet. Leisure Suit Larry. On est 3 du coup. Hein. Mais c'est sympa parce que Leisure Suit Larry, il n'y a pas de 5. Ou c'est le 5 n'existe pas, ou c'est le 4 qui n'existe pas, il a fait exprès. La boîte a carrément sauté le 4e opus, donc c'est une blague un peu dans la série, c'est ouais, le meilleur ça reste quand même Leisure Suit Larry 4. Donc ouais, 5 et 6, Passionate Patty, et puis après le 7 qui avait changé carrément le style graphique, hein, au lieu que ça soit des images en pixel art, c'était du dessin animé. Donc des illustrations à la main, hein, vraiment très cool, vraiment sympa cette évolution de Sierra. Mais après tous les autres jeux, tout ce qui était derrière Left Gates avec les Police Quest qui t'apprenaient vraiment à être un flic aux États-Unis, c'était incroyable quoi. Les puzzles en fait, c'était de suivre des procédures d'interrogation où quand on arrête les gens en bord de la route, voilà, pour voir leur licence et leur permis conduire, puis faire une fouille, puis putain il y a un cadavre dans le coffre, merde qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi la procédure? Donc c'était vraiment intéressant tous ces jeux de puzzles. Et puis après plus tard, hein, Fred, comme on a joué ensemble, il y a toute cette époque post-Sierra, King's Quest et compagnie, qui était l'époque voilà de Lighthouse, l'époque aussi de, c'était pas le schisme, mais il y avait Shivers aussi, Shivers qui était incroyable. D'ailleurs, j'ai une connaissance qui travaillait à Sierra, je sais pas si vous avez parlé les gars, et qui est dans le jeu Shivers 2. Ça c'est marrant ça. Bref, énormément de choses à dire. Mais avant cela, les mecs, moi je vous propose de parler d'un grand événement. Voilà Fred, comme tu as dit, qui nous est arrivé ce mois-ci, c'est le lancement de notre Patreon. Donc ça fait vraiment plaisir, on a déjà quelques aventuriers et des héros avec nous. Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous recevoir. Et puis voilà, donc... ça s'est bien passé, on a eu pas mal de boulot avec Fred, et puis en fait on a préparé un petit peu les jours, les semaines à venir. Donc voilà, comme on a dit, hein, le podcast sera toujours gratuit, tout le monde ça, c'est clair et net qu'on veut toujours le faire ouvertement, hein, c'est un plaisir pour nous de le partager. Mais voilà, si vous voulez nous aider, contribuer sur le Patreon, vous allez voir, on fait des émissions en plus, des vidéos, on a une petite session de jeux de plateau, hein, Fred, que tu peux nous en parler de notre Space Hulk. Bah oui, mais c'est vrai que le Patreon, c'est... Space Crusade. Ouais, Space Crusade, mais j'avais compris, ouais, mais c'est vrai que le Patreon, c'est l'occasion de tenter des choses aussi, c'est nouveau pour nous, on essaye de faire de la matière, donc on fait on s'est filmé, tiens, si vous voulez voir nos ganaches, vous pouvez aller voir sur Patreon, c'est sympa. On a aussi fait des let's play des jeux Sierra, on enregistre des podcasts, voilà, donc nous, on s'amuse bien avec tout ça, on remercie vraiment ceux qui sont lancés dans l'aventure avec nous, on s'y attendait pas, mais merci de recevoir ce soutien, c'est vraiment cool, ça nous motive, hein, c'est clair. Donc nous on s'éclate bien avec ça, donc si vous voulez voir à quoi ça donne, n'hésitez pas. Et puis c'est vrai qu'en plus on essaye de donner de l'interactivité à nos contributeurs, ceux qui nous soutiennent. Ouais, et puis on a pas mal de choses, hein. Fabien, toi tu nous écris en plus des petites des fun facts, hein, comme on aime bien dire, donc voilà, des informations croustillantes sur les dossiers qu'on est en train de faire dans le mois. Donc là bien sûr on baigne dans le mois Sierra, c'est notre mois pop culture, hein. On sera de retour dans les livres jeux bientôt en décembre avec la finale de notre Louardan, et voilà, donc on prépare en fait des votes qu'on fait avec les Patreons pour ceux qui sont inscrits. Et ben en fait on vous donne le choix de voter si vous êtes au statut de héros. Voilà, donc là on va avoir 5 défis fantastiques, à vous de choisir. Et donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, sinon de toute façon c'est clair et net qu'on fera toujours un défi fantastique et on va bien se marrer, ça va être un bon moment.
Et puis voilà, donc on prépare notre saison de Noël. Comme j'ai dit, ça va être Loup Ardent. Pourquoi Loup Ardent ? Ces couvertures sont quand même un beau symbole d'un monde heroic fantasy en plein hiver, sous la neige. Aussi, c'est la saison parfaite pour conclure notre Loup Ardent 4. Fabien, tu viens de finir d'écrire le dossier. Quelles sont tes premières impressions de ce 4e volume de Loup Ardent ? Je sais pas si je vais être sympa parce que c'est vrai que j'avoue je suis pas très fan de Loup Ardent. Donc, des règles seulement, non ? Mais sinon, non, après, je veux dire, je suis content que la saga elle se termine. Ouais, je suis content que la saga se termine, on va dire ça. Donc, ah oui, t'es pas encore battu. En une année, on a fini 2 sagas, quoi. Ça, c'est voilà. ça, c'est du jamais vu sur le podcast. Ça. Mais c'est vrai que non, j'avoue, non, je suis pas très très fan de la série. Bon, après. Voilà quoi, non, mais après, bon, les dessins sont beaux, c'est déjà ça. Voilà, donc la saison de Noël, on va avoir pas mal de préparation, nous, de l'envers du décor, on va préparer pas mal de choses, mais sinon, écoutez, ça nous fait plaisir, en tout cas, de finir Loup Ardent. Je sais qu'avec Fred, Fabien, je sais que tu es pas, mais avec Fred, on est plutôt fan de l'univers. Par contre, je crois qu'on est tous les trois d'accord que les règles, non merci, quoi. Là, ça nous gave, C'est un peu... Bon, en fait, dans le premier volume, ça me dit, tiens, des règles compliquées, ça me rappelle du jeu de rôle. Putain, bon, c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a des raisons, tout ça, ça distingue les caractéristiques, on va servir de tout ça. Deuxième bouquin, je fais, putain, je me souviens plus de mon inventaire, c'est quoi ces règles, je comprends rien à ce que j'ai noté. Et troisième partie, c'était, mais les règles, elles sont imbuvables, en fait, ça sert à rien que ça soit aussi complexe, ça ne sert à rien, quoi. Ça sert à rien, quoi. C'est insupportable même, c'est pour ça que moi je prends vraiment de la joie au bout d'un moment, je me dis bon ok, je regarde les combats, c'est juste pour qu'on fasse ce podcast, mais sinon il faut que je continue l'aventure, quoi. Je peux pas rester là à regarder les règles, à me rappeler un petit peu de ce qui s'est passé il y a des années. Allez hop, on saute. Ah, voilà, écoute, bravo Fabien en tout cas pour la fin de ce dossier, et puis on a hâte de l'attaquer bientôt. Ah, bien sûr, et après j'espère c'est que l'année prochaine on finira aussi Dragon d'Or, donc ça on aura fini notre série aussi. Il ne reste plus qu'un seul. Bel objectif. Je crois qu'on va se le marquer tôt dans l'année, comme ça on accomplit l'objectif au plus tôt, qu'on se retrouve pas empilé sous autre chose à faire. Allez les gars, je vous propose un morceau de musique, que dites-vous ? Quelque chose de groovy, funky, histoire qu'on se mette un petit peu dans les années 80 ? Oui, pourquoi pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on sorte un petit peu de la tech noire et qu'on aille plutôt dans un club disco-funk. Je vous propose un morceau de Young Bay qui s'intitule Must Be Love. Allez, à toutes. And now for my next number, I'd like to return to the classics.
Ok, bah nous voilà de retour les auditeurs et c'est vrai que bon, nous les jeux vidéo c'est un domaine qu'on aime bien, on en parle assez souvent et donc là on aime bien aussi les sujets nostalgiques, donc là on est doublement gâtés parce qu'on va parler de Sierra Online qui est très nostalgique pour Xavier, donc qu'est-ce que tu peux nous dire Xavier sur Sierra et surtout sur leur créateur? Alors, si on parle de la création, voilà, c'est ça, il faut parler des créateurs. Il y a vraiment deux personnes qui sont à l'origine de Sierra. Donc bien sûr, il y a surtout une personne qui a vraiment fondé, on peut dire, l'imagination de Sierra, c'est Roberta Williams. Alors, elle est surnommée vraiment la reine du adventure game. Roberta Williams, c'est une Américaine qui est née en 1953 en Californie. Son père travaille dans l'agriculture et sa mère est donc femme au foyer. C'est au lycée qu'elle rencontre Ken Williams, donc voilà, c'est l'amour dès le lycée, c'est le coup de foudre, et ils se marient donc en 1972, quand Roberta avait seulement 19 ans. En 79, elle a déjà 2 enfants, et voilà, elle s'occupe de sa famille, elle est passionnée de lecture, surtout les contes de fées, elle aime bien l'imagination, heroic fantasy, comme on dit en Amérique, le sword and sorcery. Elle n'y connaît rien en informatique, ça l'intéresse pas plus particulièrement, c'est pas vraiment son domaine. C'est son mari justement qui lui travaille dans cette innovation à l'époque, voilà, donc tout ce qui est information technologique. Ken c'est un peu la tête là-dessus, c'est le programmeur. Ken, il est né en 1954 en Indiana, donc après ses études, voilà, Ken devient programmeur informatique, il enchaîne les boulots dans les domaines, on voit que c'est vraiment un pro, une tête là-dessus, puis il devient en fait consultant indépendant, c'est bien le mec qui travaille pour lui-même, bravo. Il ne veut plus avoir de patron, ça c'est très connu, tant mieux, voilà, autant connaître ce succès que pour soi. Et donc voilà, il crée Online Systems en 79, comme vous avez remarqué, ça ne s'appelle pas encore Sierra, seulement Online. Alors, quelque chose d'important, c'est qu'un soir, voilà, ils sont tous les deux ensemble et il y a Ken qui ramène un jeu vidéo qui s'intitule Adventure, donc Adventure qui est très connu, certains d'entre vous les plus âgés ont peut-être connu ce jeu qui était fourni sur les Apple II à l'époque, et pour Ken, justement, ce jeu ça lui plaît pas plus que ça, voilà, c'est sympa, c'est divertissant. Il se dit que peut-être Roberta va aimer, donc il a fait jouer. Au début, elle se dit mais qu'est-ce que c'est, comme quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau. Et puis après, forcément, elle fut emballée aussitôt. Elle se dit mais c'est incroyable quoi. Elle devient tellement accro à ces jeux qu'elle achète tous les jeux vidéo avec du text adventure. Voilà, donc les types de jeux vidéo text adventure. Coucou Infocom, c'est sûr et certain qu'elle a dû les jouer de A à Z. Elle a dû bien les connaître. Et c'est là justement où se développe son amour pour les jeux vidéo. Alors Fabien, dis-moi ce qui se passe une fois que cette graine commence à pousser chez Roberta. En fait, oui, Roberta, quand elle voit Adventure et tous les autres jeux, elle décide qu'elle aimerait bien en écrire un aussi. Donc, et elle veut qu'il soit différent de tous ceux qui sont déjà sortis. Alors elle en parle à Ken, elle a du mal à le convaincre, donc du coup elle travaille toute seule. Donc elle fait ses dessins elle-même, elle demande même à sa mère de l'aider. C'est marrant, donc j'aurais bien voulu retrouver ses dessins que je n'ai pas trouvé. Pourtant j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. J'aurais bien voulu voir ses premiers dessins. Donc elle explique le scénario à son mari, donc et puis c'est pas facile parce qu'ils n'ont aucun plan marketing. Donc ils travaillent chez eux, ils travaillent sur leur petite table de cuisine. Donc ils réfléchissent à leur premier jeu en pleine nuit. Donc parce que la journée ils n'ont pas le temps, parce que Roberta elle a les enfants et puis Ken la journée il travaille, donc ils font ça la nuit. Alors ils ont des images plein la tête. Alors il faut assembler tout ça. Puis Roberta, comme on l'a dit, elle n'y connaissait rien en informatique. Mais malgré tout, ça l'empêchera pas d'aider son mari dans la créativité, dans le design du jeu. Alors Ken fait tout ce qui est partie technique. Il achète un ordinateur, un Apple II, qui coûte une énorme somme pour l'époque, pour programmer le jeu. Et c'est ainsi que naît Mystery House. Donc il est bien l'accent, t'as vu? Ouais, c'est bien, bravo. et le jeu, donc, il sort en 1980. Donc, Mystery House. Voilà. Donc, après, c'est très sommaire, parce que les graphismes, il y en a un peu, mais c'est vraiment, c'est tout simple. Le fond est vert. Et en plus, ce qui change, parce que Infocom, par exemple, vous avez des jeux avec des textes, et là, pas du tout là. Là, en plus, il y a du dessin. Ouais, c'est la philosophie d'Infocom qui leur amènera vraiment à leur fin. C'est que Infocom ne croyait pas au graphisme. Pour eux, c'est un peu la logique de c'est ridicule les graphismes dans les jeux, ça marchera jamais, c'est que un truc secondaire. Voilà. Bien sûr, je veux dire aujourd'hui c'est complètement ridicule d'entendre ça quoi. Mais c'est comme ça hélas. Mais bon, à vrai dire, voilà, Infocom était très balèze scénario. Ouais, vas-y Fred, dis-moi.
Non, mais comment s'appelait c'est la tablette magique, c'est ça, où avec les 2 boutons, là, tu faisais des dessins très carrés, tout ça, là, ça vous parle ou pas, non? C'est des dessins... Ouais, c'est du... Comme une ardoise, c'est une ardoise oui, c'était une ardoise, ouais. Les dessins, l'impression qu'ils sortent de là. Bon, ils sont un peu bouffés, tu dis, avec un peu doué, il aurait pu faire ça, quoi. Ouais, c'est pas du pixel encore, c'est du dot matrix. Donc c'était très différent encore, hein. Le visuel des ordinateurs à l'époque, hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein, ce qu'on a. Par contre, le pochette du jeu, la pochette elle est trop bien, quoi, ce contraste noir et blanc avec la fenêtre. Et moi, ce que j'adore, c'est que bon, t'as une image enfantine, tu vois que t'es dans une salle, il y a une espèce de gamine avec un couteau ou une banane, hein, tu sais pas trop, mais tu penses que c'est un couteau. Et moi, ce que j'adore, c'est le texte. She's going to kill you. Tu fais, waouh, c'est le contraste entre l'image enfantine et le texte, quoi. Tu fais, c'est sympa. Et le logo même de Online, hein, donc le logo des Ken et Roberta, donc le O en fait devient un tiret, un soulignement du reste de la phrase Online. Donc le O, voilà, s'étend en dessous le reste du nom de l'entreprise Online Systems. Donc ce que je voulais dire, en fait, la différence, Fabien, comme tu t'étais en train de le présenter, c'est que, pour vous dire comment c'était graphique, hein, donc Mystery House, ce tout premier jeu de Roberta, d'ailleurs qu'on en parle, on fait illusion, hein, dans notre série Infocom, donc les textes étaient en bas de l'écran, hein, vraiment un quart, des fois un cinquième, même le bas de l'écran, et le reste de l'écran était rempli avec une image. Alors c'est des choses, beaucoup de jeux comme ça, d'aventure, hein, et le Hobbit et le Seigneur des Anneaux sur l'Amstrad CPC avaient ce style-là. Il y a eu beaucoup de jeux. Et puis Infocom commençait à s'adapter aussi vers la fin de leur série de jeux, hein. Les derniers Zork Beyond, justement, avaient des illustrations, des plans. Ils se rendaient compte qu'en effet, c'est vachement important. Mais on voit déjà que Roberta comprend ce qui plaît au jeu, parce que le truc c'est qu'elle est fan de jeux, donc c'est une fan de jeux qui crée des jeux, donc on sait que c'est toujours le designer qui sait absolument ce qu'il faut et ce qui est tendance et ce qui plaira aux gens, quoi. Donc c'est intéressant, c'est vraiment, disons que c'est optimiste pour la suite. Tout à fait. Et pour en revenir à Fred, ce qu'il disait, l'ardoise magique, ça s'appelle télécran. Ah oui, c'est exact. Télécran, cool. Télécran, voilà. Ah oui, donc, parce que c'est vrai que les graphismes sont, voilà, il n'y a pas de coin arrondi, les graphismes sont très pointus, hein. Le jeu, c'est un jeu à l'aspiration Agatha Christie, les 10 petits nègres et le jeu Cluedo. Donc, ils en vendent plus de 10 000 exemplaires, ce qui est un très bon score à l'époque. Et en plus, c'est 10 fois plus qu'ils espéraient. Ah oui. Ah oui, c'est énorme pour un jeu indépendant fait par 2 personnes, quoi. 10 000 exemplaires, bravo, chapeau, hein. Ah oui, pour un premier jeu, c'est excellent, hein. Donc, bon, il y aura toujours des critiques, hein. Certains diront oui, le jeu est dur, il y a des énigmes tordues, tout ça. Mais bon, après, à la base, le jeu est très populaire, c'est parce que c'est un jeu d'aventure avec graphisme. Donc, contrairement, on en parlait, donc Infocom qui ne proposait pas ça. Donc, c'est quand même une grande nouveauté. Donc, ça marche. Donc, c'est le projet familial du couple. Et ils se rendent bien compte qu'il y a un public pour ce genre de jeu. Donc, en même temps, ils se disent que ça n'intéressera qu'un petit nombre de personnes et ça restera toujours modeste. Alors voilà, donc bon, ils se trompent, ils ne le savent pas, mais ils se trompent, et donc toujours dans leur cuisine, ils continuent à faire d'autres jeux. Donc voilà, donc je sais pas si tu les connaissais, Xavier. Donc il y avait Wizard and the Princess et Mission Astéroïde, Cranston Manor. Ouais, Cranston Manor, je connaissais celui-là. J'y avais joué, nous on avait des Apple II à l'époque, dans les écoles, il y avait des jeux installés, donc si on finissait nos cours à l'avance, c'était des cours de clavier en fait, hein, des cours pour apprendre à taper au clavier, l'informatique. Et donc si on finissait à l'avance les cours de texte, où il fallait reproduire le texte, on avait le droit de jouer, et donc on avait Adventure, on avait bien sûr Mystery House, et puis on avait donc Cranston Manor. Donc c'était assez cool, quoi, de jouer à ça à l'école. Ah, super, ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment, et puis grâce à tout ça, c'est leur nouveau jeu, leur vente. Donc ils ont arrêté de créer leur jeu sur leur table de cuisine, hein. Donc après ils ont déménagé dans un local au-dessus d'une imprimerie, et après ils ont été dans un immeuble bien plus grand qui correspondait vraiment mieux à leurs nouvelles ambitions. Et cet immeuble, c'est vraiment toute l'entreprise Sierra, hein. Donc ils ont une compta, une RH, voilà, c'est l'épanouissement, c'est le online qui devient vraiment une entreprise, hein. C'est vachement important. Et puis surtout, ils ont fait des jeux bien plus adultes. Alors, donc Fred, ça forcément, ça Fred, m'intéresse. Ah bah ouais, du coup, on va laisser Fred en parler.
plus, là, c'est vrai que là, pour ce sujet-là, t'as bien creusé, t'as essayé de trouver des trucs croustillants, dont des photos, donc voilà. Et c'est vrai que... Je savais que ça allait vous plaire, hein, donc... tu m'étonnes. Il y a quand même, ouais, bref, c'est assez intéressant, et c'est vrai que bon, on parle de jeux plus adultes, ça reste quand même soft, donc en fait, le titre du jeu, c'est soft porn, donc c'est, en fait, même le jeu n'est pas une nouveauté, en fait, il est déjà paru chez un autre éditeur, ce fut un beat total, mais lui, Ken Williams, lui, il veut acheter le jeu, il rencontre le créateur du jeu, qui s'appelait Chuck Benton, et il lui a racheté les droits, tout simplement, et pour l'éditer sous le label de Online System. Et donc là, en fait, contrairement à leurs autres jeux, le jeu est sans graphisme. Il y a pas, et le but, c'est d'arriver à draguer 3 femmes. Et donc, en fait, ils s'étaient dit, en fait, le jeu, il n'y a rien dedans, c'est de la drague, mais il n'y a pas du tout de contexte érotique, à part l'imagination. Et donc, ils ont décidé de faire une photo qui donne envie, donc une photo qui donne envie, donc un petit peu de nudité, forcément, mais sans trop choquer. Donc ils pensaient engager des actrices, et là, non, il y a eu le branle-bas de combat dans Sierra Online. Roberta était pas du tout d'accord, elle disait qu'elle était jeune, fringante, elle pouvait aussi bien faire l'affaire. Et donc ce qui s'est passé, que c'est accompagné de la comptable et de la chef de production de Online System. Elles sont dénudées dans un jacuzzi pour faire les photos de la jaquette. Donc si vous connaissez ce jeu, vous savez que sur la jaquette, c'est les meufs, c'est les salariés de Online System, dont la créatrice. Bon, c'est soft, elles ont les épaules qui dépassent de l'eau, voilà, on voit qu'elles sont nues, mais on devine pas grand chose, voilà, c'est très années 80 quand même. Et donc il y a un serveur stylé qui est lui en tenue complète avec son petit plateau. On se demande bien pourquoi il n'est pas dénudé lui non plus, hein. Ça serait plus raccord. Et en plus c'est un vrai serveur, hein, donc qui travaille dans un restaurant, ils l'ont embauché pour la photo. Ouais, voilà, donc il a gagné sa journée le mec. Voilà, sauf par le fait qu'il soit habillé avec du champagne, qu'il serve les femmes. Et ce qui est marrant dans la photo, c'est que le serveur, il est dans le jacuzzi aussi, mais lui, il est habillé, quoi. Et puis derrière, il y a donc un ordinateur qui est posé derrière le jacuzzi, donc j'aime bien cette touche. C'est marrant parce que c'est une couverture qui fait très années 70 même. Hein. Ouais, oui, franchement, elle est super rétro. Ouais, elle est chouette. Bah ouais, donc, bravo, hein, Roberta Williams, elle a raison, quoi. Ça marche. Oui, puis sacré succès, parce que donc le jeu est un peu sommaire que de la drague en parlant. Donc, je pense que l'intérêt était somme toute limité, mais faut savoir que la jaquette a dû faire vendre, parce que 50 000 exemplaires, quoi. Record battu. Alors là, ils ont tapé dans le score. C'est énorme pour l'époque, 50 000 exemplaires. Et le parc d'ordinateurs était très faible, hein. Il y avait très peu de gens qui avaient des ordinateurs. Ils ont même prévu une suite. Et en fait, ce succès et puis ce concept leur a donné des idées. Il m'a dit la prochaine fois, il faudra qu'on fasse ça avec des graphismes, comme on a l'habitude de faire. Et c'est ça qui a donné naissance à notre fameux Leisure Suit Larry, dont tout le monde a bavé dessus quand on était jeune. On a tous parlé de ce jeu-là. Et donc voilà, c'est une idée en amène une autre. Et donc, Leisure Suit Larry, pour pas nous gâcher, on va vous consacrer un épisode spécial à cette saga. Donc, wait and see, comme on dit. Et voilà, donc maintenant, grâce à ces petits succès qui sont accumulés, un peu de niche, mais quand même de bons chiffres, bah voilà, l'entreprise se rénove et change de nom. Alors justement, après ces multiples succès, voilà, 2 ans plus tard, donc en 1984, donc voilà, Online Systems devient Sierra Online. Le nom de Sierra Online, en fait, ça viendra de la Sierra Nevada. Donc voilà, c'est une région de montagne aux USA, où les parents de Roberta avaient un verger de pommiers. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça reste quand même une entreprise familiale, on peut dire, hein, même d'âme et d'esprit, hein. Donc, pour surfer sur la vague d'Infocom, voilà, avec des nombreux fidèles, ils décident justement de fidéliser leurs fans. Et ils commencent à créer un petit magazine destiné aux fans sans compter du merchandising. Alors je voudrais faire juste une petite aparté vite fait les gars. Les magazines d'entreprises de publication de jeux vidéo, dans cette époque c'était vraiment un truc qui se faisait beaucoup parce que j'en ai quelques-uns et j'en ai un surtout de LucasArts. LucasArts qui faisait aussi leur magazine. Donc ces magazines en fait on les retrouvait dans les boîtiers des jeux vidéo aussi. On pouvait avoir plusieurs exemplaires donc c'était comme un papier journal, soit en couleur si l'entreprise avait de la thune. Et on trouvait c'était de la comme on dit du marketing, hein, c'était de la promotion pour leur prochain titre, mais c'était sympa parce qu'il y avait quand même des interviews et c'était pas que acheter parce qu'on avait déjà acheté le jeu, donc tu sentais qu'il y avait aussi quand même de la découverte et aussi des interviews comme je disais, des explications un petit peu de l'envers du décor quoi. Donc des choses qui sont alléchantes sur l'information mais qui sont pas nécessairement faits pour qu'on donne notre fric. Donc il y avait quand même c'est pas que du hardcore marketing quoi, c'était assez chouette. Ça faisait même privé. Il y avait vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Alors leur ascension, elle est tellement fulgurante qu'ils sont à presque 80 dans l'entreprise. Alors voilà, alors plus au sommet, et donc les employés de Sierra travaillent à l'aise, hein, pas de costume cravate, hein, on voit bien que Ken et Roberta, c'est des gens de la classe moyenne, tranquillou, peinards, tous ensemble, hein, donc voilà, ça se reflète dans l'ambiance et l'atmosphère de la boîte. Et contrairement à Focom, voilà, ils n'essayent pas d'avoir le monopole, ils sont tranquilles où ils sont, ils veulent juste vivre de leur passion et que l'entreprise soit une grande famille où tout le monde s'entend bien. Encore une fois, quand ce sont des créateurs qui sont à la tête d'une entreprise, ça promet toujours une expérience beaucoup plus zen et moins, on peut dire, moins compétitive, quoi. Toujours quelque chose d'amusant. Alors, Roberta se souviendra de ses débuts quand sa mère lui a dit justement que la petite cuisine où étaient conçus les premiers jeux vidéo était le lieu de tous les miracles. Et comme quoi, en effet, c'est là où tout a commencé et tout va continuer à s'agrandir. Et pour cela, Fabien, comme tu as fait les recherches, est-ce que tu veux bien nous parler justement des grands hits? Et là, je pense qu'on quitte l'âge d'or et on entre dans l'âge d'argent, là où naissent leurs plus grands héros et bien sûr l'utilisation du mot quest. Dis-nous tout. Alors le premier, c'est King Quest, hein, donc en 83. Donc c'est l'histoire de Sir Graham, et donc avec la quête des 3 trésors magiques. Donc le jeu est un tel succès qu'il a eu énormément de suites. En tout 9 jeux qui se vendit à énormément d'exemplaires à travers le monde. Donc Roberta, elle expliquera que la popularité du jeu, c'est qu'il a permis aux adultes de revivre les fables et les histoires qu'ils aimaient quand ils étaient enfants. Donc je suppose que tu as joué à Xavier à ce jeu-là. Donc Oh oui. Et à savoir aussi qu'il y a eu un... C'est pas vraiment un reboot, mais il y a une suite de King's Quest. C'est sorti en 2015-16 par The Odd 2014 par The Old Gentleman. Et tout le monde pensait que c'était un reboot, mais en fait c'est une suite et c'est très nostalgique parce que dedans on parle beaucoup des précédents jeux de Sierra, quoi. Donc c'est une série qui continue jusqu'à aujourd'hui, voilà. À emballer et surtout à nous reprojeter dans un magnifique monde d'Heroic Fantasy conte de fées. Donc après d'autres séries ont été créées, donc il y a aussi Space Quest, Police Quest, donc ça je ne connais pas. Donc et puis après celle que Fred et moi on connaît, donc les heures suite Larry. Alors ouais, Space Quest en fait c'est assez sympa. Bon bien sûr les auditeurs, on va en parler de plus en plus tard parce qu'on va faire des dossiers pour chacune de ces grandes séries, ces 4 séries là. Mais Fred et Fabien, pour vous dire rapidement en fait qu'est-ce que c'est Space Quest, en fait c'est un jeu comique, c'est 3e degré. Et c'est un jeu qui se moque un petit peu de la science-fiction en général, donc de Star Trek, Star Wars, de tous les films des années 50, de tous les classiques de SF de 2001. On joue en fait à un technicien de surface, un balayeur, on joue Roger Wilco. J'allais dire Roger, Fabien. On joue Roger Wilco, voilà. Tu peux dire Roger, hein, moi j'aime bien. Roger, ouais. Allez Roger. Allez Roger. Mais voilà, Roger, donc il lui arrive bien sûr des pétrins et puis ça l'emmène dans plein d'histoires, plein d'aventures. Comme King's Quest, il y aura plein de suites. Police Quest, c'est vraiment intéressant, c'est un flic qui a été consultant pour la saga, qui s'appelle Daryl Gates. Daryl Gates, en fait, a donc travaillé avec Ken, Roberta et les programmeurs de Police Quest. À savoir que Roberta n'était pas derrière tous ces jeux, il y avait toujours des équipes derrière l'un et l'autre. Donc ouais, voilà, Police Quest c'est ça, c'était on jouait un flic et qui vit des aventures. Je m'excuse, j'ai oublié le nom du flic, ça fait tellement longtemps. Je suis sûr que ça va me revenir pendant le podcast. Et puis Leisure Suit Larry, les gars qu'on connaît tous les trois, où on joue Larry Laffer en français. Voilà, Larry Laffer en anglais, hein, donc ça marche super bien comme traduction en français. Et notre but, bien sûr, c'est de draguer et donc de réussir des rencarts et de coucher avec des nanas, d'où son côté très adulte, quoi. Donc voilà, juste pour dire un petit peu de quoi il s'agit de ces jeux. De toute façon, on en reparlera dans d'autres émissions. Puis il y a aussi Gabriel Knight. Ouais, Gabriel Knight qui a un grand succès. Et c'est marrant, Fabien, excuse-moi, mais juste pour dire, c'est que chaque volet, il y a eu donc 3 jeux Gabriel Knight, et c'est incroyable, mais chaque jeu de Gabriel Knight, quand il est sorti, était une innovation et la poussée technologique du support qu'ils utilisaient. Donc c'était bien sûr le point and click pixel art pour le premier, le deuxième c'était
le FMV, donc le full motion vidéo. Qu'est-ce que c'est? C'est des jeux comme Phantasmagoria 2 ou même Phantasmagoria 1. C'est des jeux où on filmait des acteurs en fond vert. Il y avait de la mise en scène. C'était poussé à bout. C'était comme un film. Et le troisième, c'était de la 3D. Hein. On était déjà fin 90. Le troisième, en fait, la caméra qu'on pouvait complètement bouger partout. Donc ouais, c'est assez unique et sérieux, c'est marrant d'avoir fait une saga aussi différente dans son gameplay. C'est pratiquement unique. Je crois pas qu'il ait fait. Il y a des jeux qui s'adaptent selon les supports, mais sûrement qu'il y a des jeux avec les contraintes de l'époque qui comme les Mario. Les Mario ont beaucoup évolué, mais à ce point-là, ils sont pas passés par le full motion. Ouais, ils ont complètement changé à chaque fois leur gameplay, quoi. Complètement différent. Mais les Gabriel Knights, tous les trois sont excellents. Après, il y a des gens qui disent, ouais, le 2, moi je trouve vraiment très bien The Beast Within, donc c'est le FMV. Mais le premier, les gars, mais toujours, en plus, ce casting des voix, c'était comme un film. C'était quand même Tim Curry qui jouait Gabriel. Et surtout, le flic, l'inspecteur qui nous aidait, Mosley, qui était joué par Mark Hamill, Luke Skywalker lui-même. Oui, on en parlait une fois, qui a fait une plus grande carrière dans le doublage de jeux vidéo qu'au cinéma, sûrement. Bah, c'est lui qui joue la voix du Joker, hein, qui est inoubliable. Hein. Et en plus, je suppose que les premiers jeux, en fait, c'était sur disquette, et après, je veux dire, les numéros suivants, c'était au CD-ROM, c'est ça, en fait, quand tu jouais... Même encore plus vieux. Les premiers, c'était sur floppy. Ouais, c'était sur floppy, après c'était sur disquette, et après ça arrivait sur CD jusqu'à que ça soit comme les derniers, le remake de Gabriel qui est à télécharger, quoi, en support numérique, download. D'accord. Donc, ouais, mais oui, les tout premiers c'était en floppy, ouais. Surtout les jeux online. Hein. Donc en tout cas, on voit bien que Sierra n'est pas à la traîne. Hein, donc en plus maintenant il y a beaucoup de concurrence et elle est de plus en plus forte. Et puis il faut innover et puis il faut taper fort. Hein, donc voilà. Donc je pense que vous allez pouvoir vous en parler, comme vous avez joué récemment donc au jeu Phantasmagoria. Donc je vous laisse en parler. Sonny Bones. Ouais, Sonny Bones, c'est le nom du personnage qu'on joue dans Police Quest. ça m'est revenu. Sonny Bones. Ah ben oui, merci Fabien aussi de lancer son Phantasmagoria. Fred, toi justement, donne-nous tes impressions, parce que toi, dans ce let's play qu'on a fait ensemble, pour toi c'était la découverte. Alors moi j'ai envie d'entendre ton point de vue, dis-nous tout. Bah, c'est comme quand tu regardes, quand t'es cinéphile et que tu tombes sur un vieux film, un classique que t'as pas vu, parce que t'étais pas né. Bon, Phantasmagoria, j'étais né quand il est sorti le jeu, mais moi franchement, quelque part, je me suis pris une claque. Bon, on n'est pas allé au bout du jeu, parce que on a fait un let's play, pour expliquer un let's play, on a joué une grosse demi-heure à Phantasmagoria, et moi j'étais bluffé par... maintenant, c'est sûr, ça vieillit, mais je veux dire, à l'époque, je me rends bien compte, je resitue ça dans le temps, mais je me dis, c'était... ça cassait tout, ça cassait la baraque, quoi, par différents niveaux, ne serait-ce que par la technique, par le ton, par le rendu graphique. C'était comme je disais, moi ce jeu-là, c'était une espèce de, je lisais beaucoup de magazines de jeux vidéo quand j'étais plus jeune. C'était une espèce de référence quand on dit qui a pété le jeu, quoi, qui a cassé les codes, qui a cassé le game. Et donc en plus c'était une créatrice, c'était dans un monde assez macho. Et donc vraiment, j'ai vraiment appris quelque chose en faisant ce let's play. Et moi j'étais enchanté et je suis surtout bluffé, quoi. J'ai peut-être beaucoup de jeunes qui vont pas me comprendre, ils vont voir ça, ils disent mais ça date des années 50 ton truc. Mais franchement pour l'époque c'était nickel. En plus les acteurs sont agréables à regarder se mouvoir à l'écran, donc c'est cool. Ouais, l'innovation, en fait, voilà ce qu'explique Fred, c'est ce côté où on filme les acteurs en fond vert, les 3/4 des décors, il y a du réel, mais il y a aussi beaucoup de 3D. En fait, c'est l'innovation technologique, le mélange du réel, ce qui joue encore plus sur notre empathie pour les personnages. Hein. C'est ça, Fred, c'était en fait cette production, ce production design qui est très hollywoodien. Hein. Le support vidéo, on sait très bien que ça prenait une masse de taille. Et d'ailleurs, Phantasmagoria, c'était combien de CD? C'était 7 CD, c'est ça? 7 CD. Mais c'est un truc de ouf. Mais tu te rends compte, ce que fait Phantasmagoria, c'est ce que fait quasiment tous les films Marvel maintenant. C'est-à-dire, je comprends pas. Ils filment des acteurs en fond vert qui superposent dans des décors. Ah oui, tu vois, voilà. Ils avaient 30 ans d'avance, les mecs. Ils faisaient un film... Mais c'est absolument ça. Et d'ailleurs, on va parler vraiment de à chaque fois, en fait, c'est Ken et Roberta, ils avaient des idées avec Sierra et Sierra Online d'innovation technologique et qu'ils étaient toujours à l'avance de leur temps, quoi. C'est superbe. Alors, je sais que je fais une grande exagération, comme vous voulez, mais moi, je trouve que les mecs, ils avaient déjà pigé
que c'est comme ça qu'on peut faire une production avec un certain budget sans justement créer des décors et mettre tout autour de nous, et de simplifier aussi la possibilité du design du jeu, quoi. En créant les pièces nous-mêmes, on simplifie aussi les décors qui sont des fois irréels à créer. Ouais, puis si on veut parler chiffres, on parlait de budget, donc eux, c'est quand même 4 millions de dollars de budget pour un jeu. À l'époque, c'est énorme. C'est incroyable. Ouais, 2 ans de développement, un script de 550 pages, et comme vous le disiez, donc un jeu final qui tient sur 7 CD. Et voilà, donc des décors 3D, des acteurs en full motion, du gore, de la torture. Tout ça dans toutes les dans toutes les maisons de France et de Navarre et des États-Unis. Non, c'était cool, hein. Franchement, ils osaient à l'époque, et ça, ouais, voilà, c'est une femme qui a osé. Franchement, Fantasmagoria, c'est un peu, je sais pas, je dis n'importe quoi parce que c'est pas aussi ancien, mais c'est un peu le Nosferatu du cinéma, tu vois, je veux dire, c'est une pièce remarquable, quoi. Donc, elle a mieux vieilli en plus, donc non, franchement, j'étais bluffé par le rendu. Je répète ce mot, mais bluffé, quoi. J'ai une petite histoire vite fait pour vous les gars. Fantasmagoria, je l'avais aux États-Unis, et c'est une année justement on a déménagé en France, et aux États-Unis c'était prêté par un ami, donc j'ai jamais pu le finir, je l'ai rendu, et en France je l'ai retrouvé que des années plus tard dans un Toys R Us qui fermait son rayon informatique et qui bradait tous les jeux vidéo, tu sais, mis dans des bennes, hein, et à l'époque aussi, c'était des gros boîtiers en carton, et c'est là où j'ai vu Sierra Classics. Alors c'était les éditions, vous savez, la sélection des meilleurs jeux Sierra, avec ces gros cartons, et dedans il y avait 3 jeux, il y avait Lighthouse, Fantasmagoria, et je me souviens plus du 3e, mais c'est là où j'ai pu justement rejouer et découvrir des années plus tard, et enfin finir le jeu Fantasmagoria, quoi. J'ai dû être au collège à cette époque-là, mais c'était sympa. Donc mon Fantasmagoria, je l'ai acheté à Toys R Us. Voilà. Comme quoi, ils savaient pas vraiment pas ce qu'ils vendaient, quoi. Ils savaient pas du tout ce qu'ils vendaient, et bien sûr qu'il n'était absolument pas disponible au Micromania qui était en face. Alors, je voulais vous parler, les gars, d'un petit peu plus de l'innovation de Sierra. Alors, je veux parler d'un truc vraiment cool, une idée de Ken, hein, qui s'appelle donc The Sierra Network. Alors, Sierra veut surprendre et divertir les joueurs. Voilà, c'est leur unique ambition, d'ailleurs, qu'ils excellent. Et donc, en 91, ils créeront The Sierra Network, qui s'appellera plus tard The Imagination Network. Alors, Ken Williams avait une grande idée, mais qui fut hélas ratée, hein. Il pensait à sa grand-mère qui vieillissait et qui s'ennuyait, et il se demandait un jour, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi, pour que tu puisses jouer un jeu de bridge sans quitter la maison, voilà, parce que bien sûr elle était âgée, elle était coincée chez elle 24/24, 7/7, et il se disait mais c'est dommage qu'il n'y a pas une plateforme où tout le monde peut se réunir et jouer ensemble, et il se dit mais attends, mais j'ai qu'à le programmer. Et donc voilà, le projet à la base s'appelle The Constant Companion. Donc voilà, c'était censé être un produit pour les personnes âgées isolées. Il voulait en fait une interface hyper simple pour que tout le monde puisse utiliser, hein, donc quelque chose, voilà, où on peut choisir des jeux de façon comment s'amuser, et qui a un côté autodidacte assez simple. Mais bien sûr, à l'époque, il n'y a pas encore un internet.com, hein, il y avait une connexion téléphonique, mais ce n'est pas la même chose de l'innovation technologique de 95, hein, de l'internet, le World Wide Web. Donc voilà, il demanda de l'aide aux entreprises de télécommunications pour mettre en place un réseau. Et donc il obtient également le soutien du géant informatique qui s'appelait NEC à l'époque, qui fournit justement des dizaines d'ordinateurs pour des personnes âgées qui voulaient voilà, justement bêta-test The Sierra Network. Très vite après commercialisation de ce service, il prend de l'ampleur et s'étend au-delà des personnes seniors. Voilà, de multiples jeux arrivent, des jeux de casino, des simulations de vol, des jeux de golf. Bill Gates lui-même est impressionné par le projet et contacte Ken, voilà, justement pour lui dire qu'il veut s'associer avec Sierra, quoi. Il voit l'innovation et un futur dans ce produit. Et donc un des plus grands fournisseurs téléphoniques des Américains, donc c'est AT&T, hein, fait aussi du pied à Sierra. Voilà, ils se disent mais on va vous aider. Alors AT&T en France, les gars, c'est France Télécom, hein. Oui, je sais. C'est aussi grand que ça, ouais. C'est le réseau, oui, c'est le premier des réseaux historiques aux États-Unis. Et en portable, ils craignent, quoi. Voilà. Donc, Sierra accepte de vendre The Sierra Network à AT&T, voilà, qui voulait l'utiliser comme concept dans les grandes entreprises. Et
voilà, Sierra restait propriétaire justement pour créer des jeux qui fonctionneraient sur le réseau. Et c'est donc AT&T qui s'occuperait justement de faire fonctionner le réseau pour les particuliers et les entreprises. Bien sûr, le Imagination Network. Voilà, qui est né par la suite. Mais hélas, c'est triste, hein, parce que là, vous voyez les gars, on n'est pas loin en fait d'une salle de réseau, hein. En France, à l'époque, on avait des trucs comme ça, comme Goa, je crois que c'était ça, hein, une salle où on pouvait tous se rendre, jouer à des jeux si on les avait installés et trouver des gens. Et là, ce fut un désastre. Hein. Donc Sierra, en fait, ne se retrouve plus dans ce projet, et Imagine Network, en fait, veut se débarrasser de Sierra. C'est un petit peu, on va tout prendre. En fait, on voit tout de suite que c'est de l'ego qui joue. Et donc, il y a une grosse perte d'argent qui arrive, mais Sierra retombe sur ses pattes, tout va bien, mais hélas, c'est un peu, je crois que c'était un bordel de contrats et de, comment on dit, un petit peu des rivalités entre les entreprises. Il y a trop de grandes personnes qui s'en ont mêlées, et tout le monde voit qu'il y a du fric à se faire, mais bien sûr, c'est trop le bordel. Et c'est ça, Fabien, quoi, ça a pas tenu, ça s'est cassé la figure. Oui, tout à fait, donc non, c'était vraiment... Après, je pense, tu sais, parfois, quand on essaie de faire trop de choses, tu sais, pas essayer d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc, c'est dommage parce que l'idée de... Justement, l'idée, elle est bonne, hein, donc... c'est ce qu'on a aujourd'hui, hein. On a plein de sites web aujourd'hui où on peut se rendre et on peut jouer à des jeux comme ça, quoi. C'est très connu maintenant, hein. Mais moi, je parle de son idée de porter assistance personnalisée. On peut même aller plus loin. On peut dire que c'est ce qui se passe au Japon avec la mode des robots nounous qui sont là pour s'occuper des personnes âgées. Ouais, comme des petits chiens électroniques aussi, oui. Ouais, encore une fois, comme je disais, les gars, Ken et Roberta, ils étaient à l'avance du temps, hein. Ils ont tout pigé comment utiliser le monde des jeux vidéo pour nous divertir et comment ça puisse servir sur plusieurs plateformes, que ça soit ici, comme on voit pour les personnes âgées, surtout ceux qui tristement sont enfermés chez eux, qui peuvent rien faire, pas bouger, un peu cet échappatoire. Donc ouais, c'est dommage, hélas, hein, quand les égos se clashent, hein, ça finit toujours mal, hélas. Fabien, justement, si tu nous parlais de cette diversification de chez Sierra. En fait, Sierra, dans les années 90, achète des sociétés indépendantes, donc comme Dynamic, Cocktail Vision. Alors Cocktail Vision, c'est un peu particulier parce que c'est un développeur français de logiciels. Donc moi, j'avoue, je ne le connaissais pas, donc je sais pas si vous le connaissiez. Donc Adi, les jeux Adi et Adibou. Ah d'accord, d'accord. Ouais, les jeux c'était un peu comme ça s'appelait Passeport, non? Les jeux éducatifs, en fait, d'accord. Les jeux éducatifs, voilà, c'était amusant parce qu'on pouvait débloquer des point and click, quoi, en jouant au jeu Adi et compagnie. En fait, oui, cet achat, il a un but, c'est parce qu'en fait, Sierra n'était pas, et en fait, il voulait continuer son expansion sur le marché européen. Parce que Sierra, c'est surtout aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en Europe, c'est pas pareil. Donc, et en plus, il voulait traduire les jeux dans plusieurs langues. Donc, tout ça, ça a un coût, hein, mais bon. En fait, pour créer la nouveauté, la création, donc il faut payer en fait, voilà. Donc en 95, les revenus de Sierra ils dépassent 80 millions de dollars. Donc c'est quand même impressionnant. Donc il est loin le temps des jeux créés dans la cuisine. Hein. Donc là c'est fini. Hein. Alors maintenant, Sierra siège désormais à Washington et compte plus de 700 employés. Donc ils ouvrent des bureaux dans plusieurs pays dans le monde, notamment en Angleterre, au Japon. Ouais, excuse-moi, c'est juste pour dire, surtout Fred, je sais que t'es fan de cette région, mais à savoir que les bureaux à l'époque de Washington de Sierra étaient juste à quelques minutes de Seattle. Ah oui, parce que c'était pas clair. Oui, donc dans l'État de Washington, parce que j'ai cru que c'était... J'ai dit, ils se sont gentrifiés, hein, ils sont partis de la côte ouest à la côte est. Quelle erreur. Donc voilà, donc les jeux sont distribués dans 50 pays dans le monde. Donc, et puis aussi ils concluent un accord avec Pioneer Electric Corp pour commercialiser leurs jeux les plus populaires au Japon. Après, Fred, tu peux nous parler du rachat de Sierra ? C'est vrai, comme on disait, un sacré chiffre d'affaires de 80 millions de dollars, ça attise les appétits. Et donc, en fait, là, il y a une bande de winners. Merci Fabien pour la photo.
Il y a une bande de winners, les mecs, ils sont arrivés, ils sont tous en costard là. Les mecs, c'est des, bref, j'ai envie de dire des wasps de bonne famille, mais il y en a 2-3. Bon bref, je m'égare, mais en fait voilà, il y a une grosse société qui arrive, CUC International, une multinationale qui cherche à se développer, faire des flouses, et à se développer beaucoup et massivement dans l'entertainment. Je pense qu'ils savent même pas ce que ça veut dire. Bon, bref, ils rachètent de racheter Sierra, et là, ils alignent les dollars, 1 milliard. Basta, réglé, finito. Roberta dira, non, moi, ça m'intéresse pas, on n'aura plus d'autre autonomie, notre créativité, ce sera plus le théâtre des miracles. Michel, il fait, bon, c'est jamais 1 milliard, quand même. C'est bien. Oui, quand même, quoi. Quand même. Je veux dire, on va pas te proposer ça tous les jours. Donc voilà, gros débat à la rédac, comme on dit. Donc là, c'était gros débat à la maison. Et en fait, malgré l'entourage qui était plutôt défavorable, il accepte, il démissionne de son poste de PDG, COO. Et là, nous sommes en 1996, il a 44 ans, après donc 20 ans de créativité et de développement. Et donc, en fait, c'était quoi l'argument de CUC International, les winners en costard, là? Je pense que de toute façon, personne ne connaît cette boîte, donc elle a dû péter en vol, comme d'hab. Bon, bref, c'est un autre débat. Ils disent, nous, on apporte 40 millions de nouveaux consommateurs sur le marché du vidéo, nous, on gère, laissez-nous faire, un peu comme donc AT&T, je pense. C'est pas venu le vent venir. On le sent venir, ouais. Donc, on leur donne un petit poste honorifique, voilà, dans la firme pour qu'ils puissent quand même être là, quoi. Mais bon, c'est sûr, là, c'était fini l'ambiance familiale en jean, les tenues décontractées. Il paraît que même une légende raconte que Ken travaillait encore en tenue de jogging. Faut dire, c'était totale détente. Et donc, c'est place au costume cravate, les winners, la stratégie, conquérir le monde, les parts de marché, l'entertainment, c'est nous voulons être le nom de l'entertainment. Et en fait, tout ça les a dégoûtés. Ils quittent leur poste à CUC International. Ils sont blasés, plus envie de continuer dans ce milieu qui a beaucoup changé. Ils sont en désaccord avec leur méthode stratégique et commerciale. Comme dans AT&T, je pense que leurs logiciels sont plus pris en compte, et donc là, leurs idées ne sont plus prises en compte. On les écoute pas, ils ont plus leur mot à dire. En fait, ils sont juste des faire-valoir. Donc Sierra existe, mais c'est une coquille vide qui existe sans eux, et qui n'est plus qu'une marque de CUC parmi tant d'autres. Et donc, ça s'explique aussi, donc, CUC a taillé dans le vif, donc les licenciements commencent. En 1997, il y a une énorme fraude fiscale qui est révélée, avec de multiples licenciements. Et donc, en fait, au bout d'un moment, assez rapidement, ils revendent le bébé à d'autres naïfs, donc à Havas, et puis après à d'autres Cher Vivendi qui s'est bien fait arnaquer à l'époque, dans d'autres domaines aussi, en rachetant Universal, je crois, bon bref. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, Sierra, maintenant, ce n'est plus qu'un nom avec un catalogue, et d'ailleurs, le nom Sierra Online va complètement disparaître et être remplacé par le fameux Entertainment. Ouais, alors Sierra Entertainment, là c'est un peu... On va aller un peu dans l'obscurité, mais vous inquiétez pas, on va revenir vers les lumières, les gars. Donc voilà, donc à cette époque, voilà, Sierra Entertainment, voilà, Sierra se nomme désormais ça. Tout s'arrête en 2008, de l'entreprise dont tout le monde voulait travailler, tout le monde voulait y être. Sierra devient un peu le boulet, hein. Les jeux Sierra ne se font plus autant de recettes, en fait ça devient un éditeur, hein. Ça fait plus de créativité. Une triste fin, ouais Fabien, comme tu disais, toi dans le dossier, qui te rappelle un petit peu celle d'Infocom. Ouais, tout à fait, tu vois, dès que l'argent est là, voilà, c'est la merde. Voilà. Ouais, c'est connu, hein, dès qu'il y a trop de thunes. Donc, le couple, ça, c'est triste, là, cette info, c'est en fait que, Ken et Roberta, ils diront dans un interview qui comparait la fin de Sierra à un enfant qui est torturé à mort. Ça, c'est dur, parce que tu sais que deux, ils ont passé tellement de temps, que ça soit Ken dans la programmation, et Roberta bébé, hein. Dans l'écriture, c'est leur bébé, hein. Et un bébé qui a fleuri, les gars, mais putain, mais les jeux vidéo Sierra a flot, et la plupart étaient des réussites commerciales, et aussi, important, pas seulement commerciales, mais des réussites en tant que jeux vidéo. Des jeux vidéo qui ont laissé, jusqu'à aujourd'hui, une très bonne critique, quoi, un bon métascore, comme on dit. Alors, allez les gars, je vous ramène un petit peu vers la lumière.
qu'est-ce qui se passe en 2014, voilà, c'est la marque Sierra qui fut réanimée par Activision, voilà, pour republier des classiques de la collection, mais aussi de publier via des développeurs indépendants leurs jeux vidéo classiques. Et bien sûr, là, on revient là où tout a commencé pour Sierra Online, c'est King's Quest. Et donc voilà, c'est The Odd Gentleman. Et donc il y a aussi un événement très connu aux US qui s'appelle les Video Games Awards, hein, c'est un peu les Oscars pour les jeux vidéo. Et c'est en 2014 qu'il y a eu un prix assez spécial qui a été créé justement pour récompenser ou pour quand même présenter les créateurs qui ont innové l'industrie du jeu vidéo, et ça s'appelle justement le prix de l'importance de l'industrie. Et en 2014, il était offert, le tout premier était offert donc à Ken et Roberta Williams, voilà, qui font leur apparition aux Games Awards, qui sont sur le plateau, très modeste. On voit Ken qui raconte l'histoire de comment tout a commencé. On a eu enfin une autre version, ou plutôt la vraie version de Tout l'amour a commencé. Et c'était un soir, il disait qu'il était au restaurant, le resto italien local avec Roberta. Et il se disait, mais si on faisait un jeu vidéo, moi je le programme, toi tu l'écris. Et c'est marrant parce que pendant que Ken il est en train de raconter cette histoire, il y a Roberta qui est à côté, qui regarde le trophée, tu vois la créatrice quoi, qui regarde la foule, et bien sûr la foule qui l'applaudit, mais il y a des gens qui se lèvent, hein, c'est la révérence quoi. Tout le monde sait que Roberta Williams c'est comme on dit, hein, c'est la reine du graphic adventure. Mais elle était plus populaire que son mari, hein, parce qu'on parle toujours Roberta, mais c'est vrai que... Oui, parce que Roberta, c'était la créatrice, donc c'est normal qu'on parle d'elle. Hein. Mais Ken, voilà, c'est le programmeur, c'est quand même aussi important, mais forcément, la personne qui crée Kingdom, qui crée des aventures, voilà, c'est Roberta. Et en plus, Roberta, elle a une amie qu'on va parler dans ces dossiers Sierra, c'est Jane Jensen, qui est une grande écrivain, qui est celle justement qui a écrit des King's Quest avec elle, qui prend la main d'ailleurs, et qui a aussi écrit Gabriel Knight, et qui écrit aussi des romans comme Roberta Williams. Alors, voilà, donc ce Games Award, c'était vachement beau, et c'était aussi pour promouvoir le nouveau King's Quest. Un an avant ça, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est en 2013, il y a aussi Leisure Suit Larry qui se voit ressortir en édition remaster via un Kickstarter par Allo. Allo, en fait, c'est le créateur lui-même de Leisure Suit Larry. Donc c'était juste un remake avec les graphismes d'aujourd'hui, illustré à la main, en animation, en dessin animé. Vraiment super, juste un remaster, un reboot, on peut dire, hein, du tout premier jeu Leisure Suit Larry. Et puis, comme j'en parlais à l'instant, il y a aussi un autre classique de Sierra Online qui fait surface, qui est bien sûr Gabriel Knight, Sins of the Father, le tout premier. Mais bien sûr, ces jeux ne seront pas du tout publiés sous Sierra. C'est juste pour vous dire en fait que les héros de Sierra continuent à vivre, hein, tous ces personnages fictifs. Et donc Gabriel Knight, ça sera créé par le studio Pinkerton Road et distribué par Phoenix Online. Ça sort en 2014. Et aussi quelque chose d'intéressant, les gars, c'est qu'il y a la dernière nouvelle de Sierra, donc date d'août 2018, où la compagnie, encore une fois, Fred, comme tu disais, on rentre dans les gens qui s'acquièrent une licence juste pour se faire du blé, mais qui vont pas savoir quoi en faire. C'est TJX, je connais même pas tu connais, toi? Ça vous dit quelque chose? TJX? Pas du tout. C'est le nouveau nom de Seus International. Oh putain, ils sont de retour des morts. Ils sont parmi les morts. Donc voilà, TJX qui a acquis le domaine Sierra Online, mais qui bien sûr le renomme Sierra et change encore une fois le nom. Voilà, c'est tout court. Voilà ce qu'on a. Donc c'est la fin, voilà où on en est aujourd'hui. C'est que bizarrement, il y a aussi une petite chose, comme je disais, c'est aussi pendant que Sierra était éditeur, c'est à savoir que un grand jeu, Half-Life, était sorti sous le label de Sierra, quoi, sous la distribution de Sierra. Donc on peut dire, c'est marrant, mais c'est quand même Sierra qui a peut-être aidé financièrement Half-Life à exister. Voilà, mais aujourd'hui on sait pas, mais en tout cas, les héros de Sierra, que ce soit King Graham, Larry Laffaire ou Gabriel Knight, sont toujours présents. Et refondent, à mon avis, toujours surface, parce qu'ils sont juste inoubliables. Et donc voilà, ça nous amène à parler un petit peu, on va faire un petit retour en arrière, Fred, mais parle-nous de ce qui se passe après Sierra pour Ken et Roberta. Oui, parce que rappelez-vous, donc, c'est vrai que Sierra, comme on disait, c'est quand même une entreprise qui s'est développée en même temps que le jeu vidéo. Vous avez bien vu l'évolution des supports, des graphismes de la boîte et voilà du parc d'ordinateurs. Donc c'est vrai que c'est très lié au monde des jeux vidéo. Et on peut dire qu'ils sont un peu nés dans le même momentum. Hein, c'était où les jeux vidéo ont commencé à intéresser le grand public. Et rappelez-vous, donc Ken Williams, c'est à 44 ans, ils ont vendu. Peu de temps après, ils sont retraités. Donc c'est vrai que 44 ans, c'est assez tôt pour prendre sa retraite.
surtout qu'on est développeur informatique. Donc c'est vrai qu'ils ont, avec leur recul, ils ont vraiment appelé ça les années magiques quand ils ont créé leur entreprise, tous les deux, ce couple béni. Et c'est vrai qu'ils sont passés par tous les stades, le jeu vidéo en noir et blanc, la couleur, après le son, les logiciels, puis à la fin Internet. Donc ils sont vraiment en plus ils sont dans le cœur du métier, dans le cœur du développement, dans le cœur du marketing. Donc ils ont vraiment vu les industries du jeu vidéo de A à Z évoluer. Donc je pense que ce sont des gens au parcours très très intéressant. Et en fait aussi Roberta elle a une autre particularité, c'est que c'est la première femme conceptrice et éditrice de jeux dans une industrie qui à l'époque, on le rappelle, et encore maintenant est toujours dominée par les hommes. Donc on va dire un cocorico féminin pour Roberta. Et c'est vrai que maintenant les jeux s'appellent Roberta Williams Anthology, quoi. On reconnaît son génie et sa patte. Et c'est vrai que bon, elle, Roberta aussi, donc pendant toute son existence, elle restera active dans l'entreprise pour Sierra jusqu'en 96, quand Sierra fut vendue à Seus International. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on disait que c'est elle l'âme de Sierra. Et c'est vrai que donc on parlait d'une anthologie qui lui rend hommage, The Roberta Williams Anthology, quand vous parlez, donc sorti en 97. Et là, c'est fait une compilation de 14 jeux. Donc on arrive à voir les titres. Donc Mystery House, dont on vous a parlé, The Wizard and the Princess, on vous a parlé aussi, Time Zone, The King Quest. Beaucoup de King Quest, des King Quest, et tu t'en connais certains là-dedans, toi, Xavier? Je peux tous les citer si tu veux. Je peux te citer en tout cas la liste de tous les jeux de Roberta Williams qui elle a conçu et a créé. Donc allez, je les fais rapidos. T'as Mystery House, Wizard and the Princess, Mission Astéroïde, Time Zone, The Dark Crystal, King's Quest 1, Mickey's Space Adventure, King's Quest 2, King's Quest 3, King's Quest 4, Mixed Up Mother Goose, Laura Bow and the Colonel's Bequest. Attention, celui-ci est très apprécié par les joueurs de Sierra. King's Quest 5, et là, le titre de fin, Absence Makes the Heart Go Yonder. Après le remake de King's Quest 1, on va voir que ces remakes sont très importants parce que c'est un peu, à l'époque, ils font déjà des remakes graphiques. Et donc par la suite, on a Mixed Up Mother Goose Multimédia, la suite de Laura Bow, In the Dagger of Amon-Ra, King's Quest 6, Here Today, Gone Tomorrow, King's Quest 7, The Princeless Bride, Mixed Up Mother Goose Deluxe, attention, 95 vient le fameux Phantasmagoria, par la suite Shivers, qui est un petit peu mon petit préféré de Roberta Williams, King's Quest Mask of Eternity, et son tout dernier, qui est sorti en 2014, qui s'appelle Odd Manor. Oui, donc vous voyez, elle a pas chômé, et sans quelques années, c'est vrai que ce qui est marrant sur ce boîtier d'anthologie, c'est qu'il y a une espèce de dommage qui a été fait par le rédacteur en chef d'un magazine défunt qui s'appelait Computer Gaming World. Johnny L. Wilson dira « Roberta a joué un rôle central dans la fondation de l'industrie du jeu vidéo, j'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais ». Bah en fait, il s'est un peu trompé, parce que Roberta continue à faire rêver son public, mais de différentes manières, puis en créant des jeux. Et c'est vrai qu'avec son mari, ils ont pris une retraite bien méritée. Ils font beaucoup de voyages à leur bord de leur yacht, à un Nordvad de toute beauté. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont la chance d'être dans le sud de la France, bah, sait-on jamais, ils adorent visiter la France, donc peut-être que vous les verrez arriver avec leur joli yacht. Vous les reconnaîtrez parce que si vous ne savez pas quoi ils ressemblent, elle a pas trop changé, donc on vous conseille de regarder la couverture de Soft Porn. Et c'est vrai que donc Roberta, elle, comme on le disait, elle est plus connue que son mari. C'est un peu la star du couple, et elle est beaucoup communiquée avec son public. Et donc en fait, on disait que maintenant en fait, elle fait de l'écriture, mais de la vraie écriture, donc plus pour des jeux vidéo, mais de la vraie écriture, donc sous forme de roman. Et donc son dernier livre en date, c'est Farewell to Tara, qui est un roman historique qui parle de la famine en Irlande et l'immigration des Irlandais aux USA. Donc vous voyez, un autre sujet, mais qui aurait pu faire un sujet d'un super jeu d'aventure. Absolument, ouais. Donc vous voyez, c'est vraiment un couple qui se démarque et qui a une legacy, comme aime bien dire Xavier, dans le monde des jeux vidéo. Et là, c'est vrai qu'on vous a fait un petit panorama de la société, mais on a hâte d'aller plus en détail et de vous en dire plus sur certaines sagas, quoi. Ouais, il y a pas mal de choses à dire, quoi. Donc Fabien, en tout cas, on a hâte de lire tes dossiers là-dessus. Et en tout cas, magnifique travail avec Fred. Là, on a beaucoup aimé comment t'as attaqué le dossier Sierra. Moi, j'ai retrouvé une énorme partie de ma nostalgie. Donc, merci d'avoir ramené toutes ces belles émotions.
C'était une découverte pour moi, donc je connaissais pas Roberta et c'est vrai, donc c'était un plaisir. C'est vrai que je trouvais que c'était une femme, tu vois, même si elle n'y connaissait rien en jeux vidéo, tu vois, elle avait un univers, elle avait tellement d'idées, des rêves plein la tête, et puis voilà, donc c'était, comme on disait, tu vois, le rêve américain, tu vois, elle a passé d'une petite entreprise qui faisait des jeux dans une cuisine, elle est passée à une énorme société. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est vivre de sa passion. Et c'est vrai que je trouve, il y a rien de plus beau de ça. Il y a rien de plus beau. Ah, c'est vraiment grâce à Sierra que nous, les joueurs, on a pu incarner un roi, un détective, un séducteur. L'amour que Ken et Roberta Williams avaient pour les adventure games et pour le monde du jeu vidéo, c'est quelque chose qui est très important pour notre monde aujourd'hui. Donc voilà, ça fait plaisir, les auditeurs, franchement, c'était vraiment un excellent dossier. Et puis on a hâte de rentrer donc dans ces prochains épisodes et on va couvrir King's Quest, Space Quest, Police Quest, et bien sûr, Leisure Suit Larry et Fabien, on va voir si on a le temps, peut-être, d'attaquer les 3 épisodes de Gabriel Knight. On n'est pas sûr encore, mais on verra. On verra. Après, n'hésitez pas les auditeurs à nous donner votre feedback. Ça fera du temps, parce que je ne les ai pas encore écrits. On a le temps. Soyez pas pressés, les auditeurs. Je suis un petit peu débordé en ce moment. Fabien, t'as pas mal de choses à faire ces temps-ci. Oui, on peut dire donc, un petit peu dans le monde du livre-jeu. Oui, voilà. Mais c'est vrai que non, c'est. En tout cas, si j'ai envie de, même si je connais pas les, tu vois, même si je connais pas les jeux vidéo qu'elle a fait, voilà, j'ai vraiment envie de les découvrir. King Quest, tout ça, ça me parle et j'ai envie de voir ce que c'est. Voilà les auditeurs, ça conclut notre podcast spécial pop culture sur Sierra Online. Mais avant cela, nous voudrons remercier nos Patreons, comme on dit sur le site. On voudrait commencer par nos héros. Les gars, je vous propose un par un qu'on les nomme. Je commence bien sûr avec Étienne Damol Fardel. Oui, on a Jack Browns qui nous a rejoint dans l'aventure Patreon. Merci Jack. Kiki Momo, merci à toi. Ems, Jokiner, merci mec. Simon, qu'on connaît comme notre assaut space marine au Vulcain et au lance-flamme. Salut gars, merci. Alors dans les aventuriers, merci à Sébastien Bélézy. Et puis en tout dernier, mais je crois que c'est surtout pas moi qui peux bien le présenter, Fred, vas-y. Guillaume Vendée, qu'on connaît bien. Qui vient d'apparaître avec une boule fumigène et qui repart aussitôt, ni vu ni connu. Donc voilà, merci aux héros et aux aventuriers de Patreon. Franchement, avec votre soutien, et c'est un vrai plaisir pour nous trois. Et puis surtout, voilà, on a hâte de livrer encore plus de choses sur le Patreon. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent se rejoindre à l'aventure Patreon, voilà, vous pouvez vous rejoindre sur www.patreon.com/PDVELH. Donc ça sera une bonne expérience. Et puis nous, on apprécie, on se lance dans l'aventure. Et puis pour l'instant, c'est plutôt fun, c'est sympa. Surtout que c'est rarissime pour jouer à 3, donc... ça c'est sûr. Ça n'arrivera pas souvent, donc... Et puis on a aussi un podcast qu'on a enregistré tous les trois où Fred se fait attaquer par un chien. Attaquer, c'est un grand mot. Couver de bisous, peut-être. Voilà, allez, c'est la fin. Merci encore à vous tous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à très bientôt cet hiver avec un Loup Ardent, la fin de la série. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. À bientôt. Salut les auditeurs, merci de votre écoute. Tchou. In 10 years I'll be cool. He has my old trash 80. We're playing Dagorath. We save our games on tape. In 10 years I'll be cool. I've got stacks upon stacks of my garbage pail kids, and I separate the duplicates and pair up all the twins. And I swear that my first issue of DC Comics Wasteland will make me rich someday when I decide to turn it in. I never had Nintendo. My Master System's cool. My 3D goggles rock. In 10 years I'll be cool. I've got my black jean jacket. I've got my British Knights. My Trapper Keeper rocks. In 10 years I'll be cool. In
By then, video games will look almost as good as The Last Starfighter. Computers will go as fast as 100 megahertz. They'll make a Dungeons and Dragons movie that will blow away the cartoon. When we grow up, they're finally gonna make an Aliens vs. Predator movie, and they'll hire James Cameron and John McTiernan to co-direct, and it will be the pinnacle of science fiction filmmaking. When we grow up, Laserdiscs will be the standard way to watch movies, and all discs will be CAV, and all players will have auto-reverse. Ersatz.